Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Je vais donc aujourd'hui consacrer la séance à la question de l'iconicité. Parce que donc nous avons travaillé jusqu'à présent sur, au premier semestre en particulier, puisque le second semestre a été un petit peu, bouleversé par des annulations de séances, mais nous avions vu au premier semestre d'abord la problématique générale de l'analogie, puis à l'intérieur de cette problématique générale de l'analogie, la question du symbolisme phonétique. J'avais tenté de vous montrer à partir du livre collectif Sound Symbolism de Walla et ses collaborateurs Hinton, Walla, etc., que, au fond, cette typologie du symbolisme phonétique posait un certain nombre de problèmes. Et là, je voudrais reposer la question à partir du concept d'iconicité, en m'appuyant pour commencer sur ce que nous avons vu précédemment sur les limites de l'arbitraire saussurien. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, qu'en première analyse, la question de l'iconicité, disons cette propriété de l'iconicité du signe, peut être vue comme une propriété inverse, contraire à l'arbitraire du signe, puisque la notion d'arbitraire du signe vise à caractériser le fait qu'il n'y a pas de lien entre signifiant et signifié, tandis que, on va le voir dans le détail, mais l'idée générale de l'iconicité, c'est qu'au contraire, il y a un lien de similarité, d'analogie entre le signifiant et le signifié. Pour le formuler de cette façon-là, on pourrait dire entre les sons et les concepts, etc. Mais on peut formuler en première analyse, si vous voulez, en termes de signifiant et signifié. Alors, lorsque nous avions examiné comment était présentée la question de l'arbitraire chez Saussure, je vous renvoie d'ailleurs au séminaire si vous avez le temps ou l'envie, au séminaire de l'année dernière, il y avait eu une conférence tout à fait intéressante qui est encore en ligne de Anne-Gaëlle Toutain, qui est vraiment une spécialiste de Saussure, sur le traitement de la question de l'arbitraire chez Saussure. Mais bon, je m'étais contenté d'une sorte de panorama visant d'une part à distinguer le point de vue sur l'arbitraire qui est exposé dans le cours de linguistique générale du point de vue de Saussure lui-même, puisque, je vous le rappelle, le cours de linguistique générale n'est pas un livre rédigé par Saussure, mais par deux de ses collègues, Bally et Séchevet, qui, à partir de notes d'étudiants, donc il y a nécessairement des divergences entre ce qui est présenté autour de la question de l'arbitraire, mais aussi autour d'autres questions. Mais bon, là, c'est la question de l'arbitraire qui nous intéresse. Donc, la façon dont l'arbitraire est traité dans le cours de linguistique générale est, au fond, n'est pas complètement représentative de la conception vraiment saussurienne de l'arbitraire. Il y a un certain nombre de différences. Je n'y reviens pas, mais j'avais donné quelques exemples à partir d'une analyse faite par Bouquet. Mais disons que ce qu'on peut dire d'une manière simplifiée, ou pour aller à l'essentiel, c'est que cette importance du principe de l'arbitraire, le statut plutôt du principe de l'arbitraire, s'il apparaît comme fondamental dans le cours de linguistique générale, puisque l'arbitraire apparaît comme étant le premier principe de la linguistique générale, n'est pas si important que ça pour Saussure dans la recherche linguistique empirique. Bon. C'est au fond un principe épistémologique assez général qui garantit la possibilité de l'évolution des langues, qui est une sorte de conséquence de la théorie de la valeur, mais au fond, dont on n'a plus guère besoin dès qu'on entre dans le détail de l'analyse linguistique. Au fond, ce principe de l'arbitraire, on ne peut rien en faire en tant que linguiste. Ça n'est pas un principe opérationnalisable en linguistique.
Une fois qu'on a dit que le signe est arbitraire, ben, d'accord, bon, oui, c'est un principe, c'est nécessaire, on peut pas, il n'y a pas de langue qui soit entièrement construite sur une similarité totale des choses désignées et des signes qui les désignent, hein. Bien sûr, donc il y a une part d'arbitraire. Une fois qu'on a admis ce principe, on n'a rien à en dire, puisque l'arbitraire, c'est un principe qui dit qu'il n'y a pas de relation, donc il n'y a pas de relation à étudier. Inversement, on va le voir justement quand on prend la perspective inverse, qui est de considérer qu'au fond, il y a toujours un peu d'analogie entre, enfin pas toujours, mais il y a souvent de l'analogie entre signifiant et signifié. Là, c'est un principe qui, du coup, donne des choses à décrire. Donc il n'y a pas une symétrie, vous voyez. Il y a une symétrie apparente entre le principe de l'arbitraire et si on veut, le principe de l'analogie du signe. Mais c'est une symétrie apparente. Il y a à la fois de l'arbitraire et de la motivation, pour le dire comme ça, avant d'introduire le concept d'analogie, puisqu'on va surtout parler de motivation au début. Hein. C'est une autre façon de dire le contraire de l'arbitraire, puisque parfois Saussure utilise le terme immotivé pour caractériser la notion d'arbitraire du signe. Il dit que la relation entre le signifiant et le signifié est immotivée, n'a pas de motif, n'a pas de raison. On ne peut pas expliquer pourquoi on utilise le son chaise pour désigner la chaise et le son table pour désigner la table. Il n'y a pas de raison. C'est irrationnel. Hein. C'est hérité, bon, on fait comme ça parce que nos ancêtres ont dit comme ça, etc. Bon, il n'y a pas de raison. Mais il y a de la... Donc, je veux dire, d'accord, il y a une part d'irrationalité dans les langues, si on veut, on peut le dire comme ça. Hein. Mais il y a aussi une grande part de rationalité qui vient du fait que notre système cognitif, quand même, a besoin de régularité, de rationalité, etc. Et c'est là que va apparaître l'analogie. Bon, dans la formulation de l'arbitraire, dans le cours du principe de l'arbitraire du signe, dans le cours de linguistique générale, il y a une sorte de confusion entre signifié et référent qui a été bien montrée par Damourette et Pichon, qui sont des grands adversaires du principe de l'arbitraire du signe, mais pour d'autres raisons que les miennes peut-être, mais enfin bon, c'est un autre sujet que je ne peux pas traiter. Benveniste aussi, dans son article sur la nature du signe linguistique, on a dit un mot, mais qui reprend l'idée de Damourette et Pichon. Cette notion d'une confusion entre signifié et référent dans le cours de linguistique générale, c'est l'idée suivante, c'est que il y a dans le cours de linguistique générale une formulation du type pour le même signifié bœuf, on dit bœuf en français, mais ox en allemand. Bon, voilà. Donc on a bien un signifié pour deux signifiants différents. Donc ça veut dire que le signifiant, on pourrait avoir n'importe quoi. Chaque fois que je change de langue, je vais avoir un autre signifiant. Donc il ne peut pas y avoir de lien entre signifié et signifiant, puisque je peux avoir une multitude de signifiants pour un même signifié. Objection de Damourette et Pichon et Benveniste, quand je change de langue, je change le signifié aussi, forcément. Le signifié de bœuf, il n'est pas le même en français qu'en allemand, parce qu'il y a un réseau d'opposition entre... en français, entre, je sais pas, bœuf, taureau, vache, etc. Alors qu'en allemand, les équivalents ox, stier, boule, etc. ne sont pas tout à fait sur le même plan. Donc, d'une langue à l'autre, les signifiés, ils bougent aussi. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un signifié constant pour un signifiant qui varie. Hein. Le signifié, il bouge aussi. En revanche, ce qui est constant, ça va être le référent. C'est-à-dire, des personnes de nationalités différentes vont désigner le même référent par des signes différents, un signifiant et un signifié. Mais on ne peut pas dire, avec cet argument de la diversité des langues, que, on ne peut pas s'appuyer sur la diversité des langues simplement pour démontrer le principe de l'arbitraire entre signifiant et signifié. Et ce que dit clairement Benveniste, c'est que oui, ça montre qu'il y a une sorte d'arbitraire entre le signe et le référent, mais pas entre le signifiant et le signifié. Troisième point, qui est extrêmement important, troisième et quatrième point, sur la question de l'arbitraire relatif, hein, ou de la motivation relative. Oui, je vous en prie. Peut-être un petit peu, je ne sais pas si vous avez le temps d'y répondre, mais je crois que dans cet article-là, de Benveniste, il utilise le terme de nécessaire. Oui, exactement. La relation entre signifié et signifiant est nécessaire pour les locuteurs d'une langue donnée, c'est-à-dire qu'ils ne s'imaginent pas
qu'il puisse y avoir un autre mot que chaise pour désigner, qui corresponde au signifié chaise. Donc voilà, la relation signifié-signifiant est nécessaire, oui, exactement, pour Benveniste. Oui. C'est ça, c'est vraiment juste dans le sens cognitif que... C'est ça, il y a une association automatique qui se fait lorsque les signes sont stabilisés. Alors, évidemment, ça ne tient pas compte des connotations, etc. Mais cette relation est dite nécessaire. Si vous voulez, cette caractérisation, elle est complètement à côté de la problématique de l'arbitraire ou de la motivation. Hein. Elle traite d'un autre aspect du signe, qui est l'aspect de la mémorisation. Bon, donc, sur la question de l'arbitraire relatif, là, c'est important parce que, donc, arbitraire relatif ou motivation relative, hein, on trouve les deux formulations dans le contexte saussurien. C'est l'idée, rappelez-vous, rappelez-vous pour ceux qui étaient là au premier semestre, mais c'est pour ça que je le répète rapidement. Saussure donne, explique la différence en termes d'arbitraire qu'il y a pour lui entre un mot comme 20 et un mot comme 19. Hein, le chiffre 20 et 19. 20 relève de l'arbitraire absolu parce que je dois apprendre ce mot pour connaître sa signification, alors que 19, si je connais 10, si je connais 9, et si je connais la règle qui fait que 19 c'est 10 plus 9 et pas 10 fois 9 par exemple, je peux deviner le sens de ce mot. Bon, donc des mots comme 17, 18, 19 appartiennent à l'arbitraire relatif, alors que les autres... Et puis, bon, de même, 20 appartient à l'arbitraire absolu, mais 21, 22, 23, etc. appartiennent à l'arbitraire relatif. Bon, dans le même ordre d'idées, il prend l'exemple de la différence entre les noms d'arbres comme chêne, qui relèvent de l'arbitraire absolu, et poirier, cerisier, pommier, qui relèvent de l'arbitraire relatif, puisqu'ils sont formés avec une forme de régularité. Donc, vous voyez tout de suite le lien évident qu'il y a entre cette notion de motivation relative et la notion d'analogie. Ce sont vraiment des quatrièmes proportionnels. Poire est à poirier, plutôt poirier est à poire, ce que pommier est à pomme, ce que cerisier est à cerise, etc. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on peut, je donne toujours cet exemple parce que je trouve qu'il marche assez bien, parce que c'est quand même pas un nom d'arbre fruitier très, très, très courant. Si vous n'avez jamais entendu le nom cacaoyer, un cacaoyer, vous pouvez deviner que c'est l'arbre sur lequel poussent les fèves de cacao. Ou alors vous pouvez même le produire sans l'avoir jamais produit auparavant. Quel est l'arbre sur lequel poussent les fèves de cacao? Alors les gens disent parfois cacaotier, etc., ou cacaoyer, mais ils finissent par trouver quelque chose qui a un assez bon équivalent. Bon. Donc là, c'est le processus analogique qui se met en place à partir de principes de quatrième proportionnel. Et ça, c'est l'arbitraire relatif. Or, vous voyez, à partir du moment où on entre dans l'arbitraire relatif ou la motivation relative, mais vous voyez qu'il y a peut-être un enjeu théorique intéressant dans la différence de dénomination. C'est pas tout à fait la même chose de dire qu'il y a l'arbitraire absolu et l'arbitraire relatif, parce qu'au fond, on veut dire qu'il y a de l'arbitraire partout, mais parfois il est un peu relatif, et dire qu'il y a de la motivation relative, c'est-à-dire que parfois il y a de l'arbitraire, parfois il y a de la motivation. Mais elle est relative, certes. Pourquoi elle est relative? Parce que même Poirier, s'il relève de la motivation relative, il a besoin de Poire qui relève de l'arbitraire absolu et de Yé qui relève aussi de l'arbitraire absolu, du suffixe. Hein. Donc l'arbitraire relatif n'élimine pas l'arbitraire absolu. Au fond, pour le dire d'une manière extrêmement simple, l'arbitraire relatif, il consiste à construire de nouvelles unités à partir de briques disponibles, qui sont de morphèmes disponibles, qui relèvent, elles, de l'arbitraire absolu. Mais, quand vous essayez de vous imaginer le rapport quantitatif entre les phénomènes qui relèvent de l'arbitraire absolu et les phénomènes qui relèvent de l'arbitraire relatif, vous percevez très vite que, au fond, l'arbitraire absolu, c'est vraiment quelque chose de totalement résiduel et que l'essentiel des signes relève de l'arbitraire relatif ou de la motivation relative. L'exemple le plus énorme, le plus évident, c'est celui du système de la numération. Hein,
je l'avais déjà expliqué le semestre dernier, mais quand vous prenez l'ensemble des noms de nombres en français, mais ça marche dans n'importe quelle langue, vous avez besoin de combien de briques de base? Une vingtaine à peu près. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, là ça en fait 16, oui. Donc ensuite 17, 18, 19, c'est de la motivation relative. Alors ensuite il y a 20, 30, 40, 50, 60, j'en suis à 21. 70 c'est relatif, 80 c'est 4 et 20 c'est relatif, mais avec un système un peu différent. Entre 40 et 50 et 60, oui, il y a aussi, mais pas tout à fait, vous voyez, c'est pas tout à fait aussi transparent, mais on pourrait même les intégrer. Hein. Bon, bref, donc après il y a 100, 1000, enfin bon, en gros 25 signes arbitraires. Hein. Pour fabriquer combien de signes au total? Ben, une infinité. Je veux dire que même si vous n'avez jamais entendu le mot, enfin le 7892, bon, c'est la première fois, admettons, que quelqu'un vous dit ce chiffre-là, ben vous le comprenez, évidemment, sans l'avoir jamais entendu, parce que vous faites un calcul, etc. Donc, on voit bien que le rapport entre le nombre de signes qui relèvent de... Si vous divisez, si vous mettez en place une sorte de coefficient de motivation d'un ensemble de signes. Et vous calculez le nombre de signes qui relèvent de l'arbitraire absolu divisé par le nombre de signes de l'arbitraire qui relèvent de l'arbitraire relatif. Hein. Donc là, par exemple, dans le cas des noms de nombres, vous avez 25 signes qui relèvent de l'arbitraire absolu et puis une infinité. Donc ça veut dire que le coefficient d'arbitrarité dans ce système de signes il tend vers 0. Hein. Si vous avez 10 signes, et les 10 sont arbitraires, vous avez le maximum d'arbitrarité ou d'arbitraire d'un système qui est à 1. Et le minimum, il tend vers 0. Bon, mais en fait, quand vous regardez, c'est même un calcul que vous pouvez faire, ce sont des études qu'on ne fait pas, mais qui pourraient être intéressantes en diachronie. Vous voyez, vous prenez le système verbal, par exemple, l'évolution de la morphologie du verbe. Vous voyez qu'en latin, on peut calculer le nombre par exemple, il y a des verbes à plusieurs radicaux, un seul radical, etc. Donc on peut calculer le nombre de signes qui relèvent de la motivation relative et ceux qui relèvent de l'arbitraire absolu. Et puis on peut voir ensuite en diachronie si ce coefficient il augmente ou il diminue, hein, selon les périodes. Bon, donc, mais globalement, même si l'arbitraire absolu est un principe indispensable, dont de toute façon on ne peut pas se passer, il reste que non seulement on ne peut rien en faire en termes d'analyse linguistique, et que par ailleurs, empiriquement, dans la description des langues, il joue un rôle complètement mineur par rapport... Qu'est-ce que font les linguistes? Ils décrivent les régularités, donc ils décrivent uniquement ce qui relève de l'arbitraire relatif, finalement, de la motivation relative. D'où le rôle crucial ici de l'arbitraire relatif. Donc, plutôt que de parler d'arbitraire absolu et d'arbitraire relatif, on peut dire les choses positivement. On peut dire que l'arbitraire absolu, il n'y a pas d'analogie, et dans l'arbitraire relatif, il y a de l'analogie. Et ce que je viens d'expliquer peut être résumé de la façon suivante. Dans un système de signes quelconque, il y a toujours plus de signes qui relèvent de l'analogie que de signes qui relèvent de l'arbitraire. Donc c'est plutôt l'arbitraire qui est l'exception, même si on doit le prendre en compte au plan des principes, l'analogie est la règle, au moins au sens de la motivation relative, parce que là je ne parle pas encore du symbolisme phonétique. Là je suis que dans la motivation relative, donc dans ce qu'on peut appeler la motivation externe au signe, même pas la motivation interne. Mais si vous ajoutez en plus la motivation interne, hein, du type symbolisme phonétique, ça diminue encore le rôle de l'arbitraire, parce que là où on va voir de l'arbitraire, si on ne prend pas en compte le symbolisme phonétique, on en verra encore moins. Hein. Donc si vous voulez, l'arbitraire pur se réduit comme peau de chagrin, d'une certaine façon. Alors maintenant, comment l'analogie apparaît dans le cours de linguistique générale? Eh bien, principalement dans le cadre de l'analyse diachronique, et ça c'est un point important parce que, si vous voulez, l'analogie au sens de la régularisation a été perçue pendant longtemps dans l'histoire de la linguistique
en particulier chez les néogrammaires, enfin non, dans la grammaire historique et comparée, l'analogie est perçue comme un processus de dégradation des langues, au fond. C'est-à-dire que ces espèces de régularisation analogique étaient vues comme faisant perdre en quelque sorte l'essence originaire de la langue. Hein. Mais ce sont les néogrammairiens, sous l'influence en particulier de Paul, qui ont montré qu'au fond l'analogie n'avait rien d'un principe de dégradation des langues, mais c'était une sorte de logique obligée dans les langues, hein, dans l'évolution des langues. Alors l'exemple typique qui est donné par Saussure, mais bon, c'est un exemple parmi d'autres, c'est l'exemple de la transformation de onos en honor. Alors, sur le modèle donc de orator, oratorem. On a au départ une forme historique en latin qui est onos, qui fait un accusatif onosem. Donc on a d'une certaine façon une régularité, hein, une régularité, une analogie entre onos, onosem, orator, oratorem. D'accord ? On a morphème 0 là et morphème M en plus ensuite. Mais dans l'histoire du latin, il y a un phénomène très connu à un moment donné qui s'appelle le rotacisme, qui consiste dans le fait que les S intervocaliques se sont transformés en R. Donc on est passé de onosem à honorem. Et ça, c'est un phénomène d'évolution phonétique. C'est-à-dire, tous les S intervocaliques se sont transformés comme ça, et ça a été une évolution, disons, progressive, une sorte de déformation de la prononciation qui a abouti à ce résultat. Bien. Mais, une fois, disons, enregistré l'accusatif honorem, on se retrouve avec un couple nominatif-accusatif. Bon, on aurait pu prendre le génitif, c'est pareil, hein, mais on se retrouve avec un couple nominatif-accusatif onos-honorem, vous voyez, qui n'est pas du tout régulier par rapport à orator-oratorem. D'où le développement d'une forme dite analogique, qui est la forme honor, qui vient recréer un nominatif qui soit régulier par rapport à l'accusatif honorem. Enfin, disons, par rapport à ce que représente l'accusatif honorem dans la proportion orator, oratorem, honorem et x. Enfin, ou pour le dire plus rigoureusement, oratorem est à orator, ce que honorem est à, forcément, honor, et pas onos. Mais là, il ne s'agit plus d'évolution phonétique. Pas du tout. En fait, les premiers latins qui ont dit honor au lieu de honos étaient perçus, bon, un peu factice de dire cela, mais c'est un peu l'idée, comme des gens qui faisaient une erreur, qui faisaient une faute. Hein. Et non, on ne dit pas onos, on ne dit pas honor, on dit onos, la forme historique. Donc c'était une erreur, mais une erreur due à une sorte de spontanéité, de volonté de régularisation. Et c'est ça le processus analogique, exactement. C'est ça, c'est une sorte de pulsion vers la régularisation. Enfin, c'est tout au moins une des fonctions de l'analogie. On l'a vu, la fonction régularisatrice de l'analogie. Bien, donc, ici, on a une forme qui apparaît, mais qui est en concurrence avec la forme onos. Pendant une certaine durée, les deux formes existent. Hein. Certains latins disent honor, d'autres disent onos. Alors que là, à un moment donné, on trouve soit que la forme onosem avant la période du rotacisme, soit la forme honorem après. Mais il n'y a pas de concurrence entre les deux formes. C'est une même forme qui se modifie. Tandis que là, ce sont deux formes qui sont en concurrence. Donc c'est une sorte de tentative de régularisation. Et là, il se trouve, parce que ce n'est pas toujours le cas, que la forme régulière a éliminé la forme historique. Donc la forme honor, qui recrée une régularité par rapport à honorem, a éliminé la forme onos, qui était la forme historique. Bon, dans certains cas, il y a des tentatives de régularisation, mais qui ne sont pas retenues par la norme en quelque sorte, hein, et qui peuvent exister à un moment donné, mais disparaissent. Bien. Donc ça, c'est vraiment le statut de l'analogie dans le... Ça ne va pas tellement au-delà, hein, je veux dire, Saussure ne parle pas, à ma connaissance, d'analogie lorsqu'il parle de motivation relative, alors que c'est exactement la même chose, hein, objectivement. Mais historiquement, dans la linguistique de son époque, l'analogie était
un concept qu'on utilisait par opposition aux lois phonétiques, enfin à l'évolution phonétique. Il y a l'évolution analogique et l'évolution phonétique. Alors, maintenant, quand on se pose la question générale de la motivation donc du rapport entre motivation et arbitraire, on peut présenter les choses de la façon suivante. Au fond, l'arbitraire saussurien, et il se situe au point indiqué par B, ici, une limitation par immotivation biunivoque, c'est-à-dire un simple isomorphisme, c'est-à-dire c'est le mot qui ne relève pas de l'arbitraire relatif. Ce qui est à gauche, ici, c'est une limitation de l'arbitraire. Quand il y a limitation, c'est limitation de l'arbitraire. Limitation de l'arbitraire par une motivation syntagmatique, c'est-à-dire par de l'arbitraire relatif, du type Poirier, Cerisier, du type 19, etc. Bon. Donc, on a une première zone là qu'on vient de voir. Ce qu'on vient de voir, c'est que à côté de l'arbitraire absolu, qui est indiqué au point B, il y a un arbitraire relatif qui revient à une motivation par une sorte de combinatoire, quoi. Bien. Mais en fait, il y a une autre zone à laquelle, dont il n'est pas du tout question dans le cours de la linguistique générale, qui fait apparaître que l'arbitraire saussurien n'est, si j'ose dire, pas ce qu'on peut faire de pire en matière d'arbitraire. Il y a pire que le simple isomorphisme, si vous voulez, la simple relation biunivoque entre un signifiant et un signifié, comme dans le cas de vin ou de chêne, c'est quand on a une asymétrie, c'est-à-dire quand on a un signifiant qui a deux signifiés, ou un signifié qui a deux signifiants. Dans ce cas-là, la régularité du système est encore moins grande que quand on a un signifiant pour un signifié, ce qu'on appelle là l'isomorphisme. D'accord ? Donc, mais on va voir un petit peu en détail chacune des deux zones, là, après. Ce que indique cette zone 2, là, qui est une autre zone de motivation, enfin, elle indique que, en réalité, l'arbitraire saussurien, ce qu'il appelle l'arbitraire absolu, n'est pas, est encore une forme de systématicité, n'est pas si arbitraire que ça. Et dans les langues, il est clair qu'on perd de la systématicité dès qu'on brise l'isomorphisme entre une forme et un contenu. C'est-à-dire lorsqu'on a une seule forme pour deux contenus différents ou un seul contenu pour deux formes différentes. Bon, on va voir ça un peu plus en détail. Je reviens d'abord sur la première zone, qui est la zone de limitation par motivation syntagmatique. C'est simplement la question des degrés de figement. Je rappelle rapidement pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas eu l'occasion d'être introduits à ce type de problème. C'est assez simple dans le principe, dans le détail c'est beaucoup plus compliqué, mais vous voyez, je prends trois exemples là que j'emprunte, je crois, un article de Salamé-Gery. Donc faire la pluie et le beau temps, casser sa pipe, enterrer la hache de guerre. Bon, ici on a un genre de comment dire, de motivation au sens où on a une unité, enfin je veux dire, c'est un peu du même ordre que Poirier, Pommier, etc. Sauf qu'au lieu que ce soit des morphèmes non libres, ici on a un ensemble d'éléments qui ont une signification, et le lien entre la pluie et le beau temps dans l'expression, entre le référent de pluie et le référent de beau temps dans l'expression, existe quand même, c'est pas complètement arbitraire. Bon, mais ce degré de figement, il peut être plus ou moins grand. Donc il y a des degrés dans l'arbitraire. Alors il y a un certain nombre de tests qu'on pratique pour vérifier le degré de figement de ces expressions. Alors ici, on a le test de la focalisation par c'est que, donc faire la pluie et le beau temps, on peut très bien accepter c'est la pluie et le beau temps qu'ils font. C'est un peu limite, je trouve, mais bon, pourquoi pas. Ils font la pluie et le beau temps, c'est la pluie et le beau temps qu'ils font.
Ça me paraît limite, hein, mais bon, admettons. En revanche, le passif, la pluie et le beau temps sont faits par eux. Là, ça, c'est pas du tout acceptable en français. La négation est possible. Ils ne font pas la pluie et le beau temps. Que font-ils? Ils font la pluie et le beau temps. Semble acceptable. Bon. Donc là, on a juste une propriété, le passif, qui est bloqué par le figement. Dans le cas de casser sa pipe, on a 3 propriétés qui sont bloquées. On ne peut pas focaliser, on ne peut pas dire casser sa pipe, je le dis peut-être pour les étudiantes étrangères qui ne savent pas, ça signifie mourir, décéder. Bon. C'est sa pipe qui l'a cassée, ça, cette focalisation, elle n'est pas possible. Le passif non plus, sa pipe est cassée par lui. La négation, en revanche, est possible. Et l'interrogation n'est pas possible non plus. Qu'a-t-il cassé sa pipe? Ça n'est pas possible. Et puis, donc ça, c'est beaucoup plus figé, casser sa pipe, que faire la pluie et le beau temps. En revanche, enterrer la hache de guerre, qui est aussi une forme de phraséologie, hein, parce que si on ne connaît pas le sens de l'expression, c'est-à-dire faire la paix, hein, enterrer la hache de guerre, c'est apaiser une situation, faire la paix, etc. C'est une expression dont on voit qu'elle est beaucoup moins figée que les 2 précédentes, parce que toutes les transformations sont possibles, ces 3 transformations-là. Hein. C'est la hache de guerre qu'ils ont enterrée, la hache de guerre a été enterrée, ils n'ont pas enterré la hache de guerre pour la négation, qu'ont-ils enterré la hache de guerre? Bon, encore que la dernière... ce qui est toujours difficile dans ce type de test, c'est comment on est sûr que c'est pas possible ou possible, etc. Il faudrait vérifier si on a des attestations, pas d'attestations, mais c'est quand même assez délicat. Bon, mais enfin, grosso modo, on peut quand même dire qu'on a une gradation entre le moins figé et le moins arbitraire d'un côté et le plus figé et le plus arbitraire, de enterrer la hache de guerre à faire la pluie et le beau temps, à casser sa pipe. Donc, on a un peu la même chose, vous voyez, avec Poirier et Plombier. Hein, parce que Poirier est totalement transparent dans sa formation, puisqu'il est dans une relation analogique très, très claire avec cerisier, pommier, etc. Alors que Plombier, qui est donc le métier qui correspond à, je veux dire, qui a une formation par rapport au nom de métier qui est relativement régulière, hein, avec qui est comme, je sais pas, charcutier, etc. Mais aujourd'hui, les plombiers, ils n'utilisent pas de plomb. Mais on utilise toujours le mot, donc il y a une sorte de démotivation ici. Donc quelque chose de plus arbitraire quand même dans la formation que Poirier. C'est un petit peu le cas aussi, comme on disait tout à l'heure, de 50-40, hein, qui a une forme de transparence par rapport à 5 et 4, mais une transparence moins grande que 22 par rapport à 20 et 2. Voilà. Oui, donc ça vient bien de cet article de Salamé-Gery, figement absolu ou relatif, la notion de degré de figement. Gery conclut, si on applique aux expressions idiomatiques un certain nombre de restructurations, c'est-à-dire des modifications, hein, comme on a vu la négation, l'interrogation, la passivation, etc., nous constatons qu'elles n'ont pas le même comportement. Plus le nombre de contraintes est grand, plus les séquences sont figées. Bien. Donc cet aspect-là vise à rendre compte donc des degrés qu'il y a de motivation syntagmatique. C'est une chose de dire qu'il y a l'arbitraire relatif, hein, mais à l'intérieur de l'arbitraire relatif, il y a des degrés. C'est-à-dire, le principe de l'arbitraire relatif, c'est qu'on peut calculer le sens à partir des unités composantes. Hein, c'est ça, je veux dire, c'est ça qu'on ne peut pas faire avec l'arbitraire absolu. Avec l'arbitraire absolu, c'est quoi le principe de l'arbitraire absolu? C'est l'idée que si vous entendez le signifiant, vous ne pouvez pas du tout deviner le signifié, il faut l'avoir appris. C'est ça qui indique que c'est arbitraire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le deviner, il faut l'avoir appris. Bon. Alors évidemment, dans des exemples très maximaux de motivation relative du type les noms de nombres, 22, 23, 24, on n'a pas besoin d'avoir appris chaque nombre, on le devine, etc., par une sorte de compositionnalité. Mais il y a toutes sortes de cas intermédiaires. C'est-à-dire, enterrer la hache de guerre, bon, ben, on peut deviner, mais c'est pas évident. Casser sa pipe, on peut le comprendre une fois qu'on nous a expliqué, on peut comprendre la motivation de l'expression, mais je suis pas sûr que
un apprenant du français puisse comprendre, il a cassé sa pipe, il va comprendre au départ qu'il avait une pipe et elle a été cassée en deux. Hein. Il ne va pas comprendre, il est mort. Donc, ça, c'est une différence que j'aurai pas le temps d'exploiter, mais entre ce qu'on appelle parfois l'iconicité primaire et secondaire. Dans certains cas, la motivation n'est pas une motivation primaire au sens où elle permet de deviner le sens du signe, mais elle est une motivation secondaire qui joue un rôle cognitif quand même important, qui est qu'une fois qu'on connaît le sens de l'expression, elle devient transparente. Mais il faut l'avoir connue quand même. Il faut qu'on nous ait expliqué ce que signifie casser sa pipe, par exemple. Et là, l'intérêt de la motivation de l'expression, par rapport à un verbe, parce que, bon, casser sa pipe, c'est familier, mais, je sais pas, par rapport à clamser, par exemple. Pour clamser, c'est un verbe, bon, je sais pas comment on peut dire, populaire, un terme populaire, familier, pour dire mourir, mais là, ça, c'est absolument impossible. Moi, je ne sais même pas l'étymologie, je ne sais pas du tout d'où ça vient. C'est relativement difficile à mémoriser. Casser sa pipe, une fois qu'on a compris, on fait tout de suite le lien de similarité, d'analogie entre mourir et casser sa pipe. Bon. L'intérêt de la motivation, à mon avis, du point de vue cognitif, c'est un intérêt en termes de mémorisation. C'est plus facile de mémoriser une expression quand on comprend, quand elle a une motivation. Bon, alors maintenant, l'autre zone, là, d'asymétrie, est là aussi des degrés. Hein, on peut montrer, bon, tous ces schémas viennent d'un livre déjà que j'ai écrit il y a déjà assez longtemps, qui s'appelle Le sens du signifiant. On peut montrer que de la monosémie, qui est la régularité, ça c'est l'arbitraire saussurien, hein, c'est la monosémie, c'est-à-dire il y a un signifiant pour un signifié, point. De la monosémie à la chose la plus arbitraire, qui est soit l'homonymie, soit le polymorphisme. Alors, homonymie, tout le monde sait ce que ça signifie. Hein. Par exemple, avocat, homme de loi, et avocat, le fruit. Bon, ben, en termes de systématicité du système de signes qu'est la langue, ben, c'est un brouillage de la systématicité que d'avoir un même signifiant qui signifie deux trucs qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Ça brouille la cohérence interne, la systématicité de la langue. Et de même, là, ce qu'on appelle le polymorphisme, c'est l'inverse, c'est-à-dire que ici, on a, dans le cas du polymorphisme, plusieurs formes pour une même signification. Hein, plusieurs formes pour une même signification. Par exemple, les radicaux du verbe aller. Hein, al, ve, ir signifie aller. Bon, c'est du polymorphisme. Bon, mais c'est un brouillage total du signifiant et du signifié. Or, de la monosémie à ces disjonctions qu'on peut avoir entre signifiant ou signifié, là les petits carrés représentent les signifiants et les ronds les signifiés. Vous voyez, dans le cas de l'homonymie, on a... dans le cas du polymorphisme, on a un signifiant pour deux... Non, c'est l'homonymie. Dans le cas de l'homonymie, on a un signifiant pour deux signifiés, alors que dans le cas du polymorphisme, on a deux signifiants pour un signifié, deux ou plus. Hein. Mais ces signifiants ici ou ces signifiés là n'ont absolument aucun lien. Et c'est cela qui rend la chose particulièrement opposée à l'idée de système, à l'idée de cohérence dans le système. Eh bien, vous voyez qu'il y a toutes sortes de cas dans lesquels il y a quand même des relations, alors c'est surtout entre les signifiés, depuis la restriction et l'extension de sens, jusqu'à la polysémie étroite, la polysémie lâche, la métonymie, la métaphore, où on a à chaque fois une disjonction plus ou moins grande entre signifiant et signifié. Donc, les deux idées à retenir de tout cela, c'est d'une part que l'arbitraire saussurien n'est pas ce qu'il y a de plus arbitraire dans la langue si on prend arbitraire au sens d'irrationalité et non arbitraire au sens de rationalité. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que l'homonymie, c'est ce qu'il y a de plus irrationnel, c'est beaucoup plus irrationnel que le pur et simple arbitraire, au fond.
parce que ça rajoute ça rajoute une irrationalité à l'arbitraire de départ. D'accord ? Bon, donc il y a plus arbitraire que l'arbitraire saussurien, et ce plus arbitraire que l'arbitraire saussurien, eh bien, il a des degrés lui aussi. Alors maintenant, passons à la question de l'iconicité telle qu'elle a été introduite en linguistique. Alors, elle a été introduite par Jacobson dans un article très célèbre qui date de 1965, qui s'appelle « À la recherche de l'essence du langage ». Il faudrait que je le retrouve et que je le mette en ligne sur le site du cours, parce que c'est quand même un article assez magistral, mais je veux vous donner quelques extraits. Quelques mots de Jacobson, ici quelques mots biographiques. Hein, il naît à Moscou en 1896, il meurt à Boston. Hein, il fait partie des gens qui ont immigré pendant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, ou d'ailleurs à les rencontres avec Lévi-Strauss, avec toutes sortes d'intellectuels qui venaient d'Europe, ont contribué au développement finalement du structuralisme. Voilà, il a été professeur de linguistique à New York, il a collaboré avec Lévi-Strauss, professeur à Harvard et au MIT. Bien, donc vraiment, Jacobson, si vous ne connaissez pas, c'est quand même un des grands linguistes du XXe siècle, qui a touché à beaucoup de phénomènes, et qui est l'un de ceux qui s'est le plus intéressé à cette question du symbolisme phonétique. Bon. Il a, dans cet article, à la recherche de l'essence du langage, introduit le concept d'iconicité à partir donc de Peirce, dont je vais reparler tout à l'heure. Donc, voilà comment la question est posée dans cet article par Jacobson, je cite, « Efforçons-nous maintenant d'aborder la structure linguistique sous un aspect iconique », donc on va voir tout à l'heure dans quel sens iconique est employé par Peirce, et de proposer une réponse à la question posée par Platon, donc dans le Cratyle, hein, vous connaissez ce dialogue entre Cratyle et Hermogène, en vertu de quelle sorte d'imitation, mimésis, la langue attache-t-elle le signifiant au signifié. Donc vous voyez qu'on est bien là dans l'idée qu'il y a une imitation du signifiant au signifié. Donc, alors, je l'interprète, moi, assez spontanément en termes d'analogie. Alors, il faudrait réfléchir un peu, mais c'est vrai que je n'y avais pas pensé précédemment à ce que... Est-ce que vous percevez, vous, quelque chose comme un gros décalage entre la notion d'imitation ici et la notion d'analogie, hein? Si on disait en vertu de quelle sorte d'analogie la langue attache-t-elle le signifiant au signifié? Quelle sorte de similarité, même, on pourrait dire, hein, quelle sorte d'imitation? La notion d'imitation suppose effectivement quand même un acteur qui imite, hein, quelqu'un qui imite. Et donc ça renvoie bien sûr dans la problématique du Cratyle au nomothète, hein, le personnage qui invente les noms. Bon, moi je trouve qu'on peut très bien l'interpréter en termes analogiques sans trop perdre, je crois, de signification. Alors, il reprend donc la distinction que fait Peirce entre les deux types d'icônes, et c'est ce qu'on va voir ensuite. Donc, dans l'image, donc la première icône, c'est l'image. Le premier type d'icône, c'est l'image, et le deuxième, c'est le diagramme. Donc, dans l'image, le signifiant représente les simples qualités du signifié. Donc, c'est une citation de Peirce. C'est pas très explicite, hein, qu'est-ce que ça veut dire, les simples qualités du signifié. Tandis que dans le diagramme, la ressemblance entre signifiant et signifié ne concerne que les relations entre leurs parties. Peirce définissait un diagramme comme un représentamen qui est de manière prédominante une icône de relation et que des conventions aident à jouer ce rôle. Si on ne connaît pas Peirce, il me semble que c'est très difficile à comprendre, hein, cette formule. Qu'est-ce que ça veut dire, les simples qualités du signifié?
En fait, ça renvoie, on va le voir, à la notion de quali-signe, donc chez Peirce, c'est au fond à ce qu'on appellerait aujourd'hui dans la philosophie contemporaine la notion de qualia. Et puis là, l'idée du représentamen, ça suppose d'introduire cette notion de représentamen qui est présente dans la théorie du signe de Peirce. Une icône de relation, parce que là, si vous comprenez que, en gros, les icônes, ce sont des analogies binaires, et les diagrammes, ce sont des analogies proportionnelles, tout simplement. Donc, puisque si on interprète les diagrammes comme des analogies proportionnelles, on comprend que ce sont des icônes de relation, puisque les analogies proportionnelles, ce sont des relations entre des relations. C'est une relation d'analogie entre des relations. Bien, mais alors, pour comprendre tout de même l'ensemble de ces... cette sorte de définition du champ de l'iconicité, cette définition générale du champ de l'iconicité dans les langues, il manque un certain nombre de notions et qu'il va falloir que j'explique. Au passage, je signale que, sans le dire, Jacobson met de côté un des types d'icônes que distingue Peirce, qui est la métaphore, mais dans un sens qui n'a rien à voir avec la métaphore au sens ordinaire, mais je laisse ce point de côté. Alors, un mot sur Peirce, rapide. C'est un... Donc vous voyez ces dates, 1839-1914. J'aime bien donner cette citation qui vient de la correspondance avec Lady Welby, qui est donc une femme avec qui il a eu une correspondance scientifique, disons. C'est une petite citation qui montre que c'était ce qu'on appellerait un enfant précoce, un type, mais absolument génial. Aujourd'hui, Peirce est vraiment redécouvert depuis un certain nombre d'années maintenant par la philosophie contemporaine, dans le cadre de la philosophie réaliste, du néo-réalisme, du néo-pragmatisme. Il fait partie du mouvement pragmatiste avec James, par exemple, avec qui était pour lui un interlocuteur. Quelqu'un juste à côté, là, comme Claudine Tiercelin, qui a la chaire de la philosophie de la connaissance, de métaphysique maintenant, elle s'appelle, c'est vrai que avant c'était Bouvresse, mais la chaire de métaphysique au Collège de France est une spécialiste de Peirce. Claudine Tiercelin a beaucoup écrit sur Peirce et a largement contribué en France à sa redécouverte. Et puis, il est connu comme étant le fondateur de la sémiotique, mais il y a un grand malentendu là, parce qu'au fond, il a une profondeur philosophique qui va bien au-delà de juste le développement d'une sorte de sous-discipline des signes. Pourquoi ? Parce qu'on va le voir. Pourquoi les signes intéressent Peirce ? Il est philosophe. Et il part de cette idée que de toute façon, on ne peut pas penser. On ne peut pas penser sans signes. Donc en fait, la théorie des signes, pour lui, c'est une théorie de la pensée. D'où cette première distinction, qui est une ontologie, vraiment, entre ces trois grandes catégories, qui sont la priméité, la secondéité et la tiercéité. Là, j'ai pris une citation extraite des Collected Papers, là, c'est la façon qu'on a de citer Peirce. C'est une édition des travaux de Peirce, qui est très courante. Donc, ces trois catégories fondamentales sont des catégories ontologiques. Si vous voulez, dans tout ce qui est pensable, il y a trois catégories de choses. Des priméités, des secondéités, des tiercéités. Alors, les priméités, comme l'indique leur nom, elles ont un mode d'être, un type d'être, c'est bien de l'ontologie, un type d'être, selon lequel elles sont ce qu'elles sont positivement sans référence à rien d'autre. Une priméité, c'est quelque chose qui existe par soi-même et sans qu'on ait besoin absolument de faire référence à rien d'autre. La secondéité, c'est le mode d'être de ce qui est ce qu'il est, eu égard à un second, c'est-à-dire que les secondéités sont en relation avec quelque chose d'autre, mais une sorte de relation directe, une relation, par exemple, cause à effet, action-réaction, une relation vraiment binaire. Là. Et puis la tiercéité, comme l'indique son nom, il y a un troisième élément, mais ce troisième élément, c'est une loi, une règle, une coutume, qui fait qu'une chose est associée à une autre en vertu
d'un troisième élément. Hein. Ce n'est pas juste un avec l'autre, c'est l'idée d'une sorte de règle dans la tiercéité. Alors, le signe lui-même est une figure de la tiercéité pour Peirce dans sa théorie des signes. Alors, sa théorie des signes est évidemment beaucoup moins originale que celle de Saussure, finalement, parce que c'était une théorie ternaire, du même type que celle de l'Antiquité, etc. Donc avec trois éléments, grosso modo, une chose qu'on désigne, un signifiant, un signifié. Bon. Chez Saussure, vous savez que l'originalité, disons, ce qui caractérise vraiment l'invention du saussurisme, c'est que c'est un signe qui est une dualité. C'est signifiant-signifié. On n'a pas à prendre en compte ni le référent, ni l'esprit, etc. C'est signifiant-signifié. C'est une dualité. Il y a vous savez, il y a un certain nombre de formules dans le cours de linguistique générale qui, là, correspondent bien à ce que pensait effectivement Saussure, si on le veut le dire comme ça, une formulation en termes de refus de l'idée de nomenclature. L'idée, c'est que les langues, les signes ne sont pas des étiquettes qu'on accole aux choses. On n'a pas à tenir compte du monde. Les signes ont leur organisation propre et ils impliquent, ils conditionnent une certaine vision du monde. Donc ce genre de conception du signe est beaucoup plus original, au fond, dans l'histoire des idées sémiotiques, si j'ose dire, que le modèle de Peirce, qui s'inscrit dans une histoire beaucoup plus longue. Une autre façon de le dire, c'est que la théorie saussurienne du signe est une sorte de parenthèse très bizarre dans une histoire de la théorisation du signe sur le long terme, dans laquelle s'inscrit Peirce. Une façon peut-être plus positive de le dire. Bien, donc, sa définition du signe est la suivante, là c'est une traduction des Collected Papers. Un signe ou représentamen est quelque chose qui représente à quelqu'un, donc le représentamen, alors il dit signe ou représentamen, tantôt signe désigne l'ensemble du triangle, tantôt il désigne uniquement ce que Saussure appelle le signifiant, en gros. Donc c'est la forme. Un signe ou représentamen est quelque chose, donc une forme, par exemple des phonèmes, qui représente à quelqu'un quelque chose, donc c'est le référent, sous quelques rapports ou à quelques titres. C'est là qu'on va avoir peut-être l'émergence ensuite de la signification. Il s'adresse à quelqu'un, c'est-à-dire crée dans l'esprit de cette personne un signe équivalent, ou peut-être plus développé. Donc ça crée un signe équivalent, et ce signe qu'il crée, je l'appelle l'interprétant du premier, et ça c'est la signification qui va être associée. Cet interprétant, donc la signification, représente l'objet, donc le référent, non sous tous ses rapports, mais par référence à une sorte d'idée que j'ai appelée quelquefois le fondement, le ground, du représentamen. Donc, on retrouve la triangulation classique du signe représentamen ou entre guillemets signifiant, parce que si on dit signifiant, ça n'a plus aucun sens à partir du moment où on a un objet, un référent, etc. Dans la théorisation saussurienne, si on utilise le terme signifiant au sens saussurien, on ne doit pas du tout faire intervenir la notion de référent. Donc quand je dis signifiant, c'est simplement parce que je pense que vous êtes plus habitués à cette dénomination, mais le signe ici, ça va être par exemple une écriture, des phonèmes, etc. L'interprétant, c'est grosso modo la signification, et l'objet, c'est la chose qui est désignée. Donc là, on retrouve un triangle sémiotique extrêmement traditionnel, avec quand même cette idée tout à fait intéressante du point de vue, c'est-à-dire que le signe, il donne sur la chose, il donne une information sur la chose, mais d'un certain point de vue. C'est-à-dire qu'une même chose, on va pouvoir la désigner selon des interprétants différents en fonction du point de vue qu'on adopte. Bien, alors, à partir des
la tripartition des signes en priméité, secondéité et tiercéité, Peirce va développer une sorte de division des signes en trois grandes catégories ontologiques. Donc pour comprendre cela, il faut d'abord s'intéresser uniquement aux grandes entrées. Là. Le signe peut être vu d'abord comme une priméité. Donc on va envisager le signe là au sens du signifiant, hein, le signifiant en lui-même comme représentamen, hein, le signe en lui-même comme représentamen. Ensuite, on peut voir le signe comme secondéité, en tant que secondéité. Donc, il va y avoir deux éléments. Ces deux éléments sont le rapport entre le signifiant et l'objet, hein, entre le signe et l'objet. La troisième perspective, c'est d'envisager le signe comme une tiercéité, c'est-à-dire cette fois-ci le rapport entre le signe, toujours au sens du représentamen ou du signifiant, si vous voulez, à son interprétant pour tel ou tel objet. Bien. Et alors, l'idée, disons là, on voit très systématique de Peirce, c'est que c'est logique qu'il divise les signes selon ces trois aspects, priméité, secondéité, tiercéité, puisqu'il dit dès le départ que ce sont trois grandes catégories ontologiques. Mais vous voyez que ces trois grandes catégories ontologiques correspondent à des points de vue, hein, c'est-à-dire qu'on peut voir les choses sous l'angle de la priméité, sous l'angle de la secondéité, sous l'angle de la tiercéité. C'est peut-être plus une ontologie des représentations qu'une ontologie des choses. Bien, mais ce qui est intéressant dans sa typologie, c'est qu'il va reconduire cette triade à l'intérieur de chaque catégorie, de chaque sous-catégorie. C'est-à-dire que quand le signe est vu comme priméité, c'est-à-dire le signe en lui-même, donc on s'intéresse au représentamen, ici. Hein. Alors je sais bien, c'est ambigu, parce que dans la première partie du syntagme là, le signe comme priméité, signe est vu au sens de l'ensemble du triangle sémiotique. Et après les deux points, le signe est vu au sens représentamen, c'est-à-dire au sens du signifiant. Hein. Et c'est tout le temps comme ça chez Peirce. Le mot signe désigne tantôt la totalité, tantôt l'élément. Comme chez Saussure d'ailleurs. Hein. Bon, donc, quand on examine le signe comme une priméité, comme étant quelque chose qui ne vaut que par lui-même, l'idée c'est qu'on prend en considération uniquement le représentamen. Bon, on prend en considération uniquement le représentamen. Mais quand on prend en considération uniquement le représentamen, on peut le prendre sous différentes perspectives à nouveau, comme priméité, comme secondéité, comme tiercéité. Je vais expliquer après les différents termes, la calicine, syncigne, légicine. De même, lorsque on prend le signe comme secondéité, c'est-à-dire quand on envisage cette fois-ci non plus le représentamen tout seul, mais la relation du représentamen à l'objet, eh bien là, on peut à nouveau examiner cette relation comme priméité, comme secondéité, comme tiercéité, etc. Hein, voilà. Alors, déjà, la raison pour laquelle j'entre un petit peu dans ces complications, c'est pour vous montrer que la problématique de l'icône chez Peirce, qu'on présente souvent, quand elle n'est pas complètement isolée, on présente souvent cette triade-là, symbole, icône, index. Je pense que vous avez déjà vu passer ça. Mais ce qui est important pour comprendre l'apport de Peirce, c'est de comprendre que cette triade, symbole, icône, index, n'est qu'une partie d'une triade beaucoup plus générale. Hein. Parce que sinon, on perd complètement l'enjeu, disons, du concept d'icône chez Peirce. Alors, un tableau d'ensemble des différents aspects du signe selon les catégories ontologiques de priméité, secondéité, tiercéité peut être représenté comme ça. Donc, là, vous avez le signe en lui-même vu comme priméité, la relation signe-objet, et puis la tiercéité, relation signe-représentamen en direction de l'objet. Et à chaque fois, donc, on peut voir les choses comme une priméité, secondéité, tiercéité. Alors, la notion de priméité, ça c'est l'idée de qualité pure ou, dit-il, souvent de pure possibilité. Hein.
De pure possibilité, pourquoi? Parce que dès qu'on entre dans l'existence, on a forcément une sorte de réaction, on entre dans la secondéité. Donc, la priméité est de l'ordre du possible ou de la qualité pure, au sens vraiment des qualia, disons. La secondéité, c'est l'idée de fait, d'existence. Il y a une dimension spatio-temporelle, on n'est plus dans la pure possibilité, on est dans la dimension spatio. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, la tiercéité, c'est la dimension de la loi ou de l'habitude. Alors, les différents types de signes, bon, je ne vais peut-être pas les examiner tous en détail, en particulier la dernière colonne ici nous intéresse beaucoup moins. Là, j'ai donné des exemples relatifs au langage, mais il y a d'autres exemples puisque cette typologie des signes, là, s'applique à n'importe quoi, pas seulement, évidemment, aux langues. Alors, vous voyez qu'ici, la notion d'icône apparaît comme étant une problématique liée à la secondéité, c'est-à-dire à la relation entre le signe et l'objet, entre le signifiant et l'objet, donc entre des sons et puis un objet qu'on désigne. Et cette relation, elle est vue comme étant une priméité lorsqu'il y a une similarité, une ressemblance entre le signe et l'objet. Donc une forme d'analogie entre le signe et l'objet. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, s'il y a une ressemblance, mais ça va être tout le problème et tout le paradoxe de l'icône persienne. Si c'est une priméité, ça devrait être une seule chose. Mais comment on peut avoir ce croisement entre une secondéité? Encore, la priméité, dans le cas du quali-signe, elle est compréhensible, puisque on a le signe en lui-même qui est vu comme une priméité. Donc on va voir, le quali-signe, c'est une pure sensation, en relation avec rien, une pure sensation de couleur, de sonorité, de n'importe quoi. Bon. Mais là, il y a un problème, parce que on a une secondéité, puisqu'on a une relation signe-objet, mais qui est vue comme une priméité. Mais il y a deux choses. Bon. Alors comment on s'en sort? À partir de l'idée que, certes, il y a deux éléments, mais ils sont dans une similitude. Donc, d'une certaine façon, ils vont vers quelque chose qui a à voir avec l'unité, quand même, avec la priméité. Oui, vous vouliez dire... Je ne comprends pas pourquoi on a besoin d'amener la notion de similarité, là, parce que c'est la secondéité qu'on traite du point de vue de la priméité. Oui. La priméité, là, donc ça veut dire que c'est la relation qu'on traite pour elle-même. Alors, indépendamment, par exemple, d'un apprentissage qui serait d'autres interprétants. Non, c'est pas tellement la relation qu'on traite pour elle-même, c'est la façon dont on traite la relation. On la traite comme une priméité, on la traite comme une secondéité, on la traite comme une tiercéité. Si la relation, on la traite comme une tiercéité, cette relation entre le signe et l'objet va être vue comme étant le résultat d'une loi, d'une règle, d'une habitude, c'est l'arbitraire du signe classique. Si on la voit comme une secondéité, ça va être une sorte de relation de causalité, de relation entre deux éléments. Donc là, c'est la relation indexicale qui fait que, on peut prendre l'exemple des indexicaux dans le langage, je veux dire, quand on dit « je », il y a une sorte de relation de causalité entre le sens de « je » et la personne qui dit « je ». Alors que dans la relation iconique, il n'y a quasiment pas de relation parce que dans l'icône, l'accès, c'est là où vous comprenez la priméité, l'accès à l'objet est en quelque sorte donné par l'interprétant lui-même, par le représentamène lui-même, en vertu de cette similarité. C'est pour ça que cette relation est vue comme une priméité. Il y a presque plus de relation, puisque, au fond, dans l'icône, il y a comme une fusion, en quelque sorte, entre le signe et l'objet, ou entre le représentamène et l'objet. C'est la relation, vue comme s'il n'y avait pas de relation, puisque c'est une priméité. Donc, elle dissout ce qui fonde la secondéité, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une relation entre deux éléments.
elle la dissout comment? En créant une sorte de chose unique fondée sur la similarité entre les deux. La similarité suppose une dualité. Oui, bien sûr, mais c'est toute l'ambiguïté. Ça ramène la dualité à quand même quelque chose de moins dual que, par exemple, dans le cas de l'indexicalité. Bon, c'est compliqué, hein, mais tout à l'heure, vous allez voir avec un exemple comment ça marche. Alors, ensuite, la priméité, si vous voulez, donc on a vu, elle peut être vue sous l'angle simplement du qualissigne de la pure sensation, par exemple. Le saint-signe, alors là, cette fois-ci, c'est le signe qui est vu comme étant ce signe précis là. Hein. Là, c'est simplement le signe dans sa pure émergence, dans le fait que, par exemple, je ne sais pas moi, un mot écrit, si vous le voyez comme un qualissigne, vous vous intéressez au dessin formé par le mot, en quelque sorte, hein, et à la pure sensation que provoque ce dessin, cette suite de stimuli visuels. Hein. Alors qu'un saint-signe, vous allez voir, par exemple, écrit le mot, je sais pas, bibliothèque, bon, vous considérez cette fois-ci le mot bibliothèque tel qu'il est. Hein. Alors que dans le légisigne, vous allez considérer le mot comme étant un mot qui existe dans le dictionnaire, comme un mot de la langue en général. Ce n'est pas ce mot précis. En fait, là, c'est la différence entre type et occurrence. Hein, tout simplement, entre occurrence au sens de saint-signe et type au sens de légisigne. Bien. Alors, un dernier point théorique, avant de donner quelques exemples. Toutes les combinaisons ne sont pas possibles, parce qu'en réalité, bon, si vous voulez, quand vous partez du qualissigne, donc je vous rappelle, le qualissigne, hein, si je le prends ici, c'est le représentamen vu comme priméité. D'accord ? Donc, dans le cas du qualissigne, puisque vous avez le représentamen qui est vu comme une priméité, vous ne pouvez pas du tout avoir un qualissigne qui soit une secondéité du point de vue de l'objet. Je veux dire qu'à partir du moment où vous avez un qualissigne, il est obligatoirement iconique et rématique. C'est une priméité. Une secondéité sur le plan du représentamen peut avoir, elle, un objet ou un interprétant qui soit une priméité ou une secondéité, mais pas une tiercéité. Hein. D'accord ? Et c'est pour cette raison que dans le cas que les légisignes sont en nombre de types beaucoup plus grand, puisque un légisigne, il est une tiercéité au plan du représentamen, mais il peut être une priméité du point de vue de l'objet ou une secondéité, de même du point de vue de l'interprétant. Bon, je passe sur ce point, mais il y a une sorte de hiérarchie dans la combinatoire des propriétés du signe. Alors voici d'abord les exemples que Peirce donne pour chacune de ces 10 classes de signes. Alors, pour le qualissigne iconique rématique, il donne l'exemple d'un feeling de rouge, un pur feeling d'une couleur. Bon, difficile à dire. C'est-à-dire, c'est une sensation pure dépendante de rien d'autre. C'est vraiment la pure priméité. Alors, en quoi elle est iconique ? Bon, je laisse tomber le dernier élément, la rématique, dissent, ça, on ne va pas du tout s'en servir. En fait, c'est utile pour d'autres raisons mais là, nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même de comprendre la notion d'iconicité. Pourquoi elle est iconique ? C'est parce que ce feeling de rouge, il est provoqué par un rouge particulier, je sais pas, et il y a une sorte de relation directe entre le feeling et la vision de ce rouge. Hein. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre iconique. Un saint-signe, ensuite un saint-signe, donc on n'est plus dans le qualissigne, on est dans le saint-signe, iconique rématique. Donc là, ce sera un diagramme en tant que fait singulier, c'est-à-dire un triangle, un diagramme par exemple, un triangle, un carré, etc., comme fait singulier, c'est-à-dire un triangle particulier dessiné sur un tableau, sur une feuille, etc. À distinguer du légisigne iconique rématique, hein, qui donc est dans ce cas un diagramme, un triangle en général.
qui va être perçu dans son dessin, non pas comme un triangle particulier. Par exemple, imaginez, vous avez besoin d'une pièce de menuiserie. Je vous dessine en forme de triangle. Hein, et vous avez besoin d'un patron pour découper le bois, pour avoir cette pièce exactement. Dans ce cas-là, vous avez besoin d'un triangle en tant que c'est un signe iconique crématique, c'est-à-dire d'un triangle qui vaille pour ça en tant qu'occurrence. Mais si vous expliquez le théorème de Pythagore à une classe, vous pouvez dessiner un triangle qui a n'importe quelle forme, on s'en fiche, c'est pas le diagramme en tant que singularité qui compte, c'est le triangle en général. Hein, c'est ce triangle-là en général. Bon, après, on peut faire des différences entre les différents sous-types de triangles, mais ce seront toujours des légisignes iconiques rématiques. Alors, pourquoi iconiques ? Parce que le triangle en tant que triangle, en tant que concept, il a quand même une relation avec la forme qui le dessine. Hein, je veux dire, il a 3 angles. Enfin, je veux dire, la définition mathématique du triangle a quand même un lien de ressemblance avec la forme du triangle. Bon. Un saint-signe indexical, cette fois-ci, qu'il soit rématique ou dissent, peu importe, ce sera un cri spontané ou une girouette. Je préfère prendre l'exemple de la girouette qui est plus facile à comprendre. C'est que la girouette, alors attention, pas la girouette en général, hein, mais une girouette particulière qui va être mise sur une certaine direction. Cette girouette, elle est indexicale parce qu'elle réagit à la direction du vent. Donc on a bien un événement hein, qui contient deux facteurs, donc une secondéité. La girouette est le vent qui décide. Donc cette girouette orientée qui va indiquer donc la direction du vent, elle est indexicale et elle est un saint-signe parce que elle est à nouveau une occurrence. Alors que si je considère la girouette en général, ça sera un légisigne, cette fois-ci, indexical dissent. Bon, un légisigne indexical rématique, ce sera par exemple un pronom démonstratif, n'importe lequel, hein, le pronom démonstratif ce qui va être employé, cela plutôt, comme, qui sera considéré comme étant un élément d'un paradigme des démonstratifs, mais pas le pronom démonstratif employé. Bon, je passe pour les autres sous-catégories qui sont moins intéressantes et je vous donne des exemples plus simples peut-être directement linguistiques qui ne viennent pas de Peirce mais qui sont des exemples qui nous parlent plus directement comme linguistes. Hein. Alors l'adverbe enfin, par exemple. Eh bien, si vous le prenez en tant qu'un mot qui existe dans la langue française, c'est un légisigne. Il est régi par des règles qui sont celles des mots de sa catégorie. Il existe en tant que mot en général dans la langue française. Il va être un saint-signe lorsqu'il est employé à l'oral ou à l'écrit, hein, donc en tant qu'occurrence du légisigne. Ça, je vous l'ai dit, le légisigne, c'est le type et le saint-signe, c'est l'occurrence. Et puis, on peut l'interpréter comme calicigne si par exemple vous entendez le mot enfin et vous reconnaissez la voix de quelqu'un. Là, ce signe qu'est ce mot enfin, prononcé par quelqu'un. Je sais pas, vous entendez ce mot prononcé par quelqu'un dans une pièce à côté. Et vous devinez qui parle grâce à la voix. Ça veut dire que le mot enfin, ici, bien sûr, il est toujours un légisigne, un saint-signe, hein, mais il vaudra en plus comme calicigne. C'est-à-dire les pures propriétés du mot sonore vont apporter une signification. Le verbe meugler, eh bien, c'est une icône. Hein. Alors, bien sûr, là, je prends un autre point de vue, parce que si je prends le verbe meugler en général, je le considère d'abord comme légisigne. D'accord ? C'est une icône en tant que c'est un verbe de formation onomatopéique, hein, puisqu'il vient
l'imitation de l'onomatopée pour le son, le bruit, enfin le son que produit une vache, donc meugler. Ça sera un index si on considère la phrase « cette vache meugle » puisque au présent cet énoncé renvoie au présent du locuteur. Hein. Donc là, il y aura une dimension indexicale dans le verbe meugler. Et puis c'est un symbole puisque il n'y a pas, c'est un verbe en quelque sorte régulier de la langue française. Il a une dimension symbolique. Il faut qu'il soit appris, même s'il a cette dimension iconique. Il garde aussi une dimension symbolique. Hein. À chaque fois, ce sont pas vous voyez, ce sont des perspectives sur le signe. Ce sont pas cette typologie des signes. C'est pas une typologie au sens où il y aurait des types séparés. Ce sont différents angles de vue sur le signe, différentes perspectives. Et puis le mot ici, par exemple, dans vient ici, ce sera une icône si on admet que i renvoie à la proximité par rapport à a, qui revient au lointain, donc ici, là. Donc il y a une dimension iconique ici, en raison de la présence du i. Il y a une dimension indexicale, parce que c'est un déictique, et puis c'est un symbole quand même, parce que c'est un mot de la langue française en général. Vous voyez comment on peut utiliser ça. Alors maintenant, revenons à la... Donc voilà, je vous ai expliqué tout ça pour que vous ayez un peu une idée de la façon dont est pensé le concept d'icône dans le contexte persien. Bon, c'est un peu rapide, mais je pense que ça vous... Le but ici, c'est de complexifier un tout petit peu cette notion qui peut paraître comme ça, que je trouve dans la littérature qui est outrageusement simplifiée alors qu'elle est porteuse de beaucoup de choses. Hein. Alors un autre aspect qui est important au sujet de l'iconicité, c'est cette question, j'en parlais tout à l'heure, du paradoxe. Là, je me suis permis de reprendre une citation d'un article parce que c'était plus rapide. Donc, le problème est le suivant, et vous l'avez vu tout à l'heure dans la réflexion qu'on a eue sur cette notion de priméité associée à la secondéité de la relation entre signe et objet. Une similarité implique deux éléments. Il y a donc une tension paradoxale dans la définition de l'icône, puisque elle appartient à la catégorie de la priméité, tout en impliquant une secondéité, puisque l'icône, c'est la relation. Hein. Cette tension est un autre aspect de l'icône, comme cas dégénéré. Alors, en fait, Peirce utilise cette expression cas dégénéré, ça veut dire cas limite, hein, au sens où, par exemple, pour les gens qui font de la géométrie, le cercle, c'est le cas dégénéré de l'ellipse. C'est-à-dire, c'est un cas particulier de l'ellipse lorsque, voilà, c'est pas du tout moral, hein, comme dimension de dégénéré. Donc, un cas limite d'une catégorie. Mais si on illustre le concept d'icône par les exemples habituels, c'est-à-dire le portrait, la photographie, hein, ça, on le reverra, c'est souvent le cas dans les définitions de l'icône, de l'iconicité. On vous dit, ben voilà, un portrait, c'est un exemple typique d'icône. Pourquoi ? Parce que si vous prenez le portrait comme signifiant, hein, comme représentamen, donc la toile, quoi, une toile qui représente quelqu'un, eh bien, cette toile, si elle représente quelqu'un compte tenu des écoles picturales absolument non figuratives, mais normalement un portrait, lorsqu'on fait un portrait de quelqu'un, c'est pour qu'il ressemble à la personne. Donc il y a un lien avec la personne directement, hein, donc il y a un lien de similarité entre le signe et l'objet, dans le portrait ou dans la photographie. Bon, ça n'est pas le tout du portrait ou de la photographie, mais il y a cette dimension dans le portrait ou la photographie. Mais si on prend ces exemples, eh bien, on voit mal cette dimension paradoxale de la définition de l'icône. Hein. Donc, ils rendent bien compte de cette dimension de similarité de l'icône, mais pas de cette dimension de priméité. Alors, il y a d'autres exemples chez Peirce que curieusement, les auteurs qui s'intéressent à ces questions citent très rarement, mais qui montrent bien que Peirce a parfaitement conscience de ce paradoxe, et qui sont
vraiment là les purs exemples, les vrais bons exemples très clairs d'icônes, et qui sont les suivants. Je traduis, le troisième cas est celui dans lequel une relation duelle entre le signe et son objet est dégénérée et consiste dans une quasi-ressemblance entre eux. J'appelle un signe qui tient pour quelque chose d'autre, principalement parce qu'il lui ressemble, une icône. Bon, donc là, on a bien la dimension de similarité de l'icône. Et ensuite, vous voyez, les icônes sont si complètement substituées à leur objet, donc il y a cette similarité, mais au point où il y a quasiment une fusion entre le signe et l'objet. Les icônes sont tellement substituées à leur objet qu'on peut difficilement les distinguer d'eux. Ainsi sont les diagrammes de la géométrie, c'est-à-dire un diagramme de la géométrie, on oublie finalement que c'est un diagramme, on a l'impression de travailler avec le triangle lui-même, avec la notion même de triangle. Bon. Donc ça c'est un premier exemple. Ça n'est pas une pure icône, bien sûr, mais dans nos raisonnements, on oublie cette abstraction en large mesure, et le diagramme est pour nous la chose. On voit un diagramme de triangle qui évidemment ne représente pas le triangle en général, mais on oublie, et c'est là qu'intervient la relation iconique, c'est qu'on oublie que c'est une simple similarité. On prend le signe pour l'objet. Et le deuxième exemple, je trouve, est encore plus facile à comprendre et plus parlant. De même, en contemplant un tableau, il y a un moment où on perd la conscience qu'il n'est pas... on perd la conscience que ce n'est pas la chose, c'est-à-dire que la distinction entre la réalité et la copie disparaît, et c'est, à ce moment-là, une sorte de pur rêve. Ça n'est plus une existence particulière, donc on va en deçà de l'existence pour être dans le pur possible, donc c'est ni de l'existence ni du général, et à ce moment, nous sommes en train vraiment de contempler une icône. Donc c'est quoi l'icône, ou vraiment l'icône pure au sens de Peirce? C'est quand on est face à un tableau qui, bien sûr, représente, je sais pas moi, mettons un tableau d'un paysage marin. Bon, vous êtes devant ce tableau, et quand vous vous plongez dans la contemplation de ce tableau, donc ce tableau, il est une icône au sens où il représente un paysage marin, donc par rapport au paysage marin dans sa réalité, évidemment, ce tableau, il a une certaine ressemblance avec ce paysage marin. Bon, eh bien, lorsque vous vous plongez dans la contemplation de ce tableau, il arrive un moment où c'est comme si on était dans ce paysage. Et donc là, on perd en quelque sorte le rapport à la réalité, donc on quitte la dimension de l'existence particulière pour être dans autre chose, qui est cette fusion. On prend le représentamen pour la réalité. Et cette